Des vies et des voix. Catherine Barry. Bonjour à tous. Ancien grand reporter de guerre en Afghanistan et en Asie centrale, réalisateur, écrivain, président de l'INRES, l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, notre invité flirte depuis toujours avec les extrêmes. Stéphane Alix, bonjour. Bonjour. Alors on va commencer par les frontières de la conscience, en passant avec vous de l'autre côté du miroir, et notamment en commençant en 2001, 3 jours avant Pâques, votre frère meurt en Afghanistan, presque sous vos yeux. C'est un choc terrible, évidemment, qui va bouleverser et changer votre vie. Racontez-nous, que s'est-il passé ? À l'époque, je dirigeais la mission de la Société des explorateurs français à Kaboul pour faire l'inventaire de l'état du patrimoine archéologique afghan. C'était encore du temps du régime taliban, dans une période assez compliquée. Et c'est un banal accident de voiture. On était un convoi qui descendions au sud de Kaboul pour aller visiter un site archéologique. Et une de nos voitures, qui était derrière la mienne, a eu un accident. Elle contenait mon frère, un autre Français, Vadim, ainsi que 2 Afghans. Et tous les occupants sont morts dans cet accident. Donc effectivement, j'étais sur le lieu quelques minutes après. Et c'est un moment d'une intensité particulière qui nous sort vraiment de l'existence dans laquelle on est habituellement. Enfin, c'est la mort, juste en face. La mort d'un frère en plus, donc avec toutes les conséquences que ça va avoir. C'est difficile comme ça d'essayer d'en dire quelques phrases, quelques mots. C'est un événement qui effectivement a complètement bouleversé ma vie, ma recherche, mon questionnement, et enfin tout. Alors, le livre dont vous parlez s'appelle « La mort n'est pas une terre étrangère ». Il est publié chez Albin Michel, il vient de paraître. Et dans ce livre, vous décrivez de manière extrêmement poignante et bouleversante d'ailleurs tous ces moments-là. Vous dites à un moment donné que vous sentez, entre guillemets, que votre frère et son ami, Vadim, donc, sont désorientés. Oui, ça a été très troublant parce que ce qui s'est produit, c'est qu'à la seconde de l'accident, dans les minutes qu'on suivit, les heures qu'on suivit, j'ai constaté que j'étais dans un mode de fonctionnement totalement instinctif, totalement réactif. J'avais des conceptions de la vie, de la spiritualité qui pouvaient exister avant, mais tout ça n'a plus pesé rien du tout à l'instant de l'accident et dans les jours qui ont suivi. À l'inverse, j'ai été totalement instinctif. Donc j'ai eu des ressentis instinctifs, j'ai eu des perceptions instinctives. Et effectivement, après le choc de l'accident, on a évacué les corps sur le Pakistan voisin pour pouvoir être mis en chambre froide. Et dans les 24 heures qui ont suivi, j'ai eu le sentiment qu'ils étaient perdus. C'était pour moi quelque chose d'incompréhensible. J'avais ce sentiment de désorientation. Donc je suis aussi quelqu'un qui est assez respectueux du travail de tout le monde, et j'en ai parlé au consul, enfin j'ai pas dit ça comme ça au consul de France, mais je lui ai dit que je voulais aller me recueillir devant les dépouilles, qui étaient donc dans une chambre de froide à l'hôpital à Islamabad. Mais on était en plein week-end, j'avais bien conscience que c'était compliqué, donc je n'ai pas insisté outre mesure, mais c'était pour moi quelque chose de très fort qui aujourd'hui, avec le cheminement que j'ai fait, s'explique, et j'ai réussi à comprendre un peu ce qui s'était passé, pour moi et aussi pour mon frère et Vadim, mais qui sur le moment a été vraiment très difficile à gérer, parce que c'était quelque chose d'inhabituel, d'extraordinaire, venant comme ça dans la vie de quelqu'un qui a priori était les pieds sur terre. Alors vous parlez d'instinct, c'est instinct ou intuition ? Oh, je sais pas. J'étais pas dans un état de réflexion. Vous savez, vous êtes devant 2 cadavres, ils sont encore chauds, vous touchez les mains, le corps est souple. C'est mon frère. Il va falloir dans 2 heures que j'appelle mes parents pour leur dire ça, et que j'appelle une autre maman pour leur dire aussi la mort de son fils. Je pense à rien, là. Je ne suis pas dans l'application d'une pensée, d'une structure, d'une quoi que ce soit. Je suis juste dans l'instinct et la réaction. Dans l'émotion. Au-delà de l'émotion, parce que très très vite, il faut que je sois en contrôle, parce que je suis quand même chef de mission, donc j'ai la responsabilité de l'évacuation, de la tenue de tout ça. Dieu merci, j'ai ma future femme qui est avec moi à ce moment-là à Kaboul. J'ai des amis aussi en Afghanistan qui m'aident à procéder à cette évacuation. Mais quand je dis instinct, c'est vraiment pour insister sur le fait que je n'ai pas mis en application une structure ou une éducation que j'avais reçue auparavant. Ça a vraiment été quelque chose qui m'est tombé dessus comme ça, devant l'absurdité, la stupeur de l'événement. Et le livre est né en fait de cette stupeur. Et une fois que la douleur du deuil s'est un peu calmée dans les années qui ont suivi, m'étant intéressé par ailleurs à d'autres sujets un peu bizarres et un peu inexpliqués, les frontières, je me suis dit, mais tiens, après tout, est-ce que je ne peux pas essayer de comprendre de façon rationnelle et scientifique autant que possible ce qui s'est passé ce jour-là, ce qui s'est passé pour mon frère. Et c'est
l'objet de ce livre. Donc vous avez mené une enquête sur la mort, enfin sur la vie après la mort, comme on mène une enquête quand on part grand reporter en Afghanistan finalement. Exactement, mais même pour mes précédents livres, que ce soit sur des sujets un peu bizarres ou des sujets tout à fait sérieux, comme le trafic d'héroïne par exemple en Afghanistan, en Asie centrale, j'ai toujours voulu appliquer des méthodes d'enquête. Pour moi, je suis journaliste à la base, ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier. Soit il y a des faits, auquel cas on travaille sur ces faits, on les écoute, on les analyse, on les met en corrélation avec d'autres, soit il n'y a pas de faits, à ce moment-là on ne travaille pas sur le cas. Et là, pour ce qui concerne notamment les recherches sur la conscience, il y a beaucoup de faits, il y a beaucoup d'expériences, il y a beaucoup de recherches qui sont menées. Les premières expériences dont les auditeurs ont sans doute tous entendu parler sont les expériences de mort imminente, des gens qui meurent quelques minutes, quelques secondes, et qui reviennent à la vie, et qui disent avoir perçu des choses, avoir perçu leur environnement. Des gens qui, en état de mort clinique, sont capables de dire qu'ils ont observé la pièce du haut, en voyant ce qui se passait dans la pièce, et en pouvant rapporter des informations avérées. Je me dis, tiens, si on avait pu ranimer Thomas dans les secondes qui ont suivi son choc, est-ce qu'il nous aurait rapporté une expérience de ce type? Et si des gens comme ça, qui ont un corps qui n'est plus en état de fonctionner, sont capables de percevoir des choses à l'extérieur de leur corps, est-ce que ça continue après la mort? Enfin voilà, c'est le début de l'enquête. Oui, parce qu'il faut préciser que dans les expériences de NDE, de mort imminente, les détails sont extrêmement précis de ce que racontent les gens qui reviennent, entre guillemets. Dans l'expérience de mort imminente, il y a le mot imminente. C'est-à-dire que les gens ne sont pas morts. On ne peut pas dire que ces gens-là sont morts, ils sont allés après la mort, dans la mesure où ils ne sont pas morts puisqu'ils sont revenus. Donc il faut être assez vigilant sur ce plan-là. Et moi, je ne veux pas faire dire à ces expériences qu'elles ne disent pas. En revanche, on a quand même un certain nombre de données aujourd'hui qui tentent à prouver que des gens dont l'appareil cérébral n'était plus capable de percevoir, de se souvenir, ces gens-là disent quand même avoir perçu des choses dans l'environnement, avoir perçu des choses dans des pièces à côté de la salle d'opération dans laquelle, par exemple, vous avez vécu leur arrêt cardiaque. J'ai le cas que je cite dans le livre d'un patient amené en état de coma dans un service d'urgence dans un hôpital en Hollande, à qui on enlève le dentier pour l'intuber, et l'infirmière pose le dentier sur le chariot contenant l'appareil de réanimation, et le chariot s'en va. Et quelques semaines suivantes, la personne qu'on a ranimée voit tout d'un coup cette infirmière dans le couloir en disant « c'est elle qui m'a enlevé le dentier », alors qu'il était il n'était pas là. Physiologiquement pas en mesure de percevoir ça. Donc comment on explique ça? Et déjà là, la science est devant une interrogation fondamentale. Donc ce qui suppose que la vie après la mort, c'est un niveau de conscience différent? Alors là, vous avez employé le mot qu'il fallait, supposer. Je sais pas. Et l'objet de ce livre, c'est vraiment ce cheminement qui m'a poussé à me poser des questions ayant vraiment trait à un domaine plus philosophique que scientifique. Parce que la science m'a amené jusqu'à un certain point. Jusqu'où? Voilà, jusqu'à la constatation que des gens sans la possibilité de percevoir perçoivent, des personnes en état de mort clinique totale sont capables de se souvenir et de voir ce qui se passe dans d'autres pièces. Donc ça est déjà impossible. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des limites beaucoup plus floues que ce que l'on pourrait supposer de la mort et de, oui, parce de que la vie. Est-ce que ces NDE veulent dire que c'est le début de la mort et qu'après la mort ça continue comme ça? Ou au contraire, est-ce que les NDE ne mettent en lumière que simplement la grossièreté de nos moyens de perception, et que peut-être si on avait des outils de perception des mécanismes cérébraux, on réussirait à détecter des choses qu'on ne détecte pas aujourd'hui? On n'en sait rien. Mais c'est là où d'ailleurs le livre prend une dimension un peu différente, où justement devant ces impossibilités de réponse objective, de réponse scientifique, moi ma vie a quand même changé dans cette enquête. J'ai été apaisé profondément, j'ai eu l'impression de percevoir des choses, de donner une vraie consistance à ce que j'avais perçu, et de pouvoir utiliser cette perception, utiliser la mort de mon frère, utiliser la richesse que ça m'avait apporté et que ça a apporté à ma famille, enfin la richesse de ce à quoi ça nous a donné accès. Donc c'est une ouverture d'esprit, une ouverture d'esprit, moins de peur face à la mort, face à ma propre mort et face à la mort de vos proches, de nos proches et de Thomas en particulier. Pour répondre à ces questions-là, pour bénéficier de ça, il me fallait sortir du rôle de l'enquêteur, sortir du rôle prétendument objectif. Et c'est là où j'ai essayé de donner un peu plus de corps et d'écouter un peu plus mes expériences personnelles. Exemple? Par exemple, tout le cheminement que j'ai fait, notamment au Pérou, avec des chamans Shipibo en Amazonie péruvienne. Oui, parce qu'il faut dire que votre enquête vous a conduit un peu dans tous les pays du monde, et notamment auprès des chamans, donc péruviens, mais aussi auprès des médiums. Donc ça, c'est en France notamment, mais aussi auprès des Tibétains, etc. Pour résumer, c'est vrai que
mon enquête a porté prioritairement dans le monde occidental, avec la science occidentale. Et puis au bout d'un compte, je me suis aperçu que ça avait des limites assez étroites et que j'avais l'intuition de pouvoir accéder à beaucoup d'autres choses. Et c'est là où je me suis aperçu que ce soit les Tibétains, les chamans ou plein d'autres traditions comme ça à travers le monde, avaient des connaissances sur ces modes d'après-vie, sur la conscience, et qui parfois étaient extrêmement similaires à ce que la science nous avait donné accès à nous en Occident. Donc j'ai voulu explorer ce monde-là, et c'est ce qui m'a effectivement fait voyager à travers le monde. Vous nous parliez des chamans, Stéphane Alix. Alors, que s'est-il passé avec les chamans? Bien, je suis parti très naïvement en forêt amazonienne parce qu'un de mes amis réalisateurs, Yann Kounen, m'avait dit que avec les chamans et certains breuvages utilisés dans les cérémonies chamaniques, comme l'ayahuasca par exemple, on pouvait accéder au monde des morts. Donc moi, très naïvement, je me suis dit, je vais aller en Amazonie, je vais boire leur breuvage, je vais participer à une cérémonie, et puis je vais voir Thomas, comme si j'allumais un écran en HD et puis que j'allais voir le monde des morts. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Mais ça a été quand même pour moi une découverte assez fondamentale et assez troublante de tout un monde intérieur qui pouvait m'habiter et d'un possible monde extérieur, invisible à mes yeux en temps normal, qui pouvait sans doute être autour de nous. L'ayahuasca est une substance psychoactive qui est classée comme une drogue et qui est interdite en France, mais qui est pas une drogue dans le sens où c'est pas un produit addictif, par exemple. Donc c'est pas quelque chose dont on devient dépendant et qui sert, ça sert d'ailleurs, je fais une petite aparté, ça sert d'ailleurs à soigner des toxicomanies à l'héroïne ou d'autres toxicomanies lourdes. Et tout le processus chamanique est un processus qui permet un vrai nettoyage et un vrai... j'ai utilisé d'ailleurs dans le livre une formule d'un de mes amis qui disait que ça provoque une psychose temporaire. C'est un travail intérieur intense. C'est un travail de nettoyage intense qui peut nous donner accès, alors ça c'est la lecture qu'en font les chamans, qui peut nous donner accès à un monde invisible, mais pour ça il faut déjà se nettoyer soi-même, parce que c'est un peu comme dans les rêves. Les rêves peuvent peut-être nous donner accès à d'autres plans de réalité, mais avant ça il faut déjà se débarrasser de ces cauchemars, et l'ayahuasca m'a plongé pendant un certain nombre de sessions dans le monde de mes cauchemars, dans le monde de la mort, dans le monde de mes névroses, qui étaient celles qui m'avaient emmené à faire du reportage de guerre et plein d'autres choses avant. Donc il a fallu faire ce nettoyage-là, mais ça a été parsemé de petits clins d'œil, de petites surprises. Ce qui m'a vraiment le plus interloqué dans tout ce processus, c'est que on peut passer sa vie à voir plein de signes et plein de choses, mais on ne va pas les voir. Et en fait, le processus d'écriture et le travail de recherche que j'ai fait dans ce livre, plutôt que de m'apporter des preuves de choses ou d'autres, m'a appris à voir mieux ce qu'il y avait autour de moi, à voir mieux ce que je ne voyais pas auparavant et à y prêter beaucoup plus d'attention. Donc à vivre aussi. Et à vivre, parce que tout ça nous aide beaucoup à vivre, nous aide à avoir moins peur de ce qui nous entoure, de la mort, de ces moments... de cet inconnu absolu. Qu'est-ce qui fait qu'un grand reporter de guerre comme vous, qui a vécu dans la violence pendant des années, ne prend pas conscience avant de ce que représente la mort? Parce que quand je suis devenu reporter de guerre, j'avais 19 ans et à cet âge-là, j'étais immortel, comme tout le monde le sait. Et je pense que ce n'est que lorsqu'on commence à envisager que l'immortalité n'est peut-être pas quelque chose qui nous habite, qu'on commence à avoir peur éventuellement de perdre cette vie. Je suis devenu papa aussi il y a plus de 10 ans, donc c'est vrai que le fait d'avoir la responsabilité de parents nous fait voir notre propre vie d'une façon différente. Vous l'avez dit en début d'émission, moi je suis toujours quelqu'un qui a voulu explorer des frontières, des endroits extrêmes. Pour moi, une ligne de front et un pays en guerre est un endroit extrême. Comment des êtres humains peuvent se faire ça, peuvent avoir envie de se tuer les uns les autres. Comment est-ce qu'on peut avoir simplement envie de rester sur une ligne de front sous le feu ennemi? Tout ça est totalement incohérent, absurde. Et pourtant, l'humanité passe sa vie depuis des millénaires à faire ça. Donc ça, c'est un endroit absolument stupéfiant et que jeune journaliste, j'avais absolument envie d'explorer. C'est une quête de l'absolu, quelque part, non? Oui, c'est pas une quête de la mort du tout. C'est vraiment une quête d'absolu. Moi, toute ma vie, j'ai voulu répondre à des questions essentielles. J'ai jamais voulu me contenter de simplement vivre parce que c'est agréable, on a de l'argent, on vit dans un beau pays, voilà. Non, il y avait pour moi une réponse d'absolu qui était absolument nécessaire. Et la mort de mon frère en 2001 a rendu cette chose-là totalement obligatoire, totalement
impérative à satisfaire. Donc, qu'est-ce que ça a changé fondamentalement, toute cette enquête, toute cette quête aussi intérieure? Votre rapport, à l'existence, la vie est devenue plus précieuse, plus sacrée? Oui, je crois que ça m'a appris à être capable de savourer chaque seconde de vie, et à être capable d'avoir envie d'être responsable de chacune de mes fractions d'existence, pour ce que je donne à moi-même comme pour ce que je donne à mes enfants. Heu, parce que parce que tout peut s'arrêter d'une seconde à l'autre et il y a un sens à tout ça. Alors, il y a quelques années, Stéphane Alix, vous qui êtes fasciné par, tout ce qui est parapsychologie, paranormal aussi, vous avez fondé un institut qui s'appelle l'INRES. Alors l'INRES, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? L'INRES, c'est vraiment dans la droite ligne de ce que j'ai écrit dans ce livre-là. C'est-à-dire qu'on vit dans une société qui n'accorde pas de crédit ou d'importance à toutes les expériences extraordinaires qui peuvent nous arriver quotidiennement. Ça va des expériences de mort imminente, comme je parlais il y a quelques minutes, aux expériences beaucoup plus subtiles de télépathie, ou l'impression de prévoir ce qui va se passer plus tard, ou l'impression de décrocher son téléphone et tout d'un coup il y a quelqu'un en ligne auquel on ne pensait pas depuis quelques années, et puis tout d'un coup on pense à lui et tout d'un coup il appelle. Voilà, toutes ces choses qui sont dans nos vies quotidiennement, elles sont classées par notre société soit comme de la folie, soit comme ça n'existe pas, je ne veux pas en entendre parler. Et quand vous y pensez un peu d'une façon adulte, vous apercevez que c'est totalement absurde de réagir comme ça. Si je vous disais que j'aime ma femme, vous n'allez pas me dire soit je suis fou, soit c'est pas vrai. On va parler de ça. Or, pourquoi appliquer ce même type de raisonnement à des choses qui ne sont pas censées être possibles, mais qui pourtant se manifestent? Donc l'idée de l'INRES, c'est de rassembler en fait l'ensemble des professionnels de santé qui le désirent, et puis au-delà de ça, toutes les personnes compétentes qui le voudraient, pour faire connaître les outils cliniques qui ont été développés en psychologie, en psychiatrie, pour expliquer et montrer que dans un discours qui paraîtrait a priori totalement extraordinaire et impossible, s'il y a du pathologique, il peut être identifié. C'est-à-dire que si personne vous dit entendre des voix dans sa tête et qu'elle est malade mentale, il y a des outils qui nous permettent de savoir qu'elle est vraiment malade sans utiliser le fait qu'elle entende des voix dans sa tête pour dire qu'elle est malade. C'est-à-dire que c'est soit pathologique, soit de la vraie télépathie. Si vous voulez, dans les manuels de psychiatrie, comme symptôme de pathologie mentale, on va avoir entendre des voix dans sa tête. Or, dans la pratique et dans ce que côtoient quotidiennement les professionnels de santé, vous apercevez qu'il y a un nombre considérable de gens qui entendent des voix ou qui perçoivent des choses autour d'eux et qui n'ont aucun des autres symptômes accompagnant une pathologie lourde ou quoi que ce soit. Donc là, par rapidité, par facilité, on classe ça dans le pathologique, mais en fait, on s'aperçoit que ces gens-là vivent correctement, ont un travail, fonctionnent normalement dans la société et n'ont rien de pathologique. Donc pourquoi devrions-nous appliquer les réponses de la psychiatrie traditionnelle à ces gens-là ? En fait, je me suis aperçu qu'il y avait dans notre société un déni fondamental de toute une partie de ce qui nous constitue. Et l'INRES, c'est vraiment l'idée de rassembler tous les professionnels de santé en priorité, parce que ce sont eux qui ont les outils pour accompagner le subjectif, et les expériences de ce type, et pour montrer qu'il est possible d'accorder une plus grande place à ces choses-là qui peuvent nous aider profondément à grandir, à évoluer, à aller mieux, et qui, au contraire, quand elles ne sont pas écoutées, ont tendance à nous enfermer dans des névroses ou à nous enfermer dans de la solitude, parfois dans des traumas qui peuvent être très très lourds. Alors peut-être un message pour ceux qui vous écoutent et qui ont perdu un proche, vous qui avez fait tout ce parcours, que pouvez-vous leur dire ? Être attentif à ce qu'ils ressentent au fond d'eux-mêmes. Je pense qu'à travers ce livre, j'ai essayé de montrer qu'il y avait une possibilité d'apaisement, qu'il y avait un côté absurde qui n'était pas là et qu'il n'était pas nécessaire de convoquer une croyance, de suivre une religion particulière pour trouver un apaisement et pour trouver moins d'absurdité dans le décès. J'accompagne moi-même et puis au sein de l'INRES aujourd'hui des dizaines et des dizaines de personnes qui ont perdu des proches et qui se sont ouverts à des petits signes, à des petites choses, et qui tout d'un coup se sont aperçus qu'il y avait une dimension nouvelle qui pouvait suivre la mort. La mort n'est pas quelque chose, comme le dit le titre du livre, la mort n'est pas une terre étrangère. Ça veut dire que la mort n'est pas quelque chose qu'il faut se cacher, qu'il faut refuser de voir. C'est quelque chose qui arrive autour de nous, qui va nous arriver à nous. La regarder en face, y penser, en discuter, permet déjà de soulager tellement d'angoisse, de peur. Entrer en amitié avec la mort, finalement.
si on peut. Merci Stéphane Alix pour cette rencontre. Merci à Nicolas Palcossian pour la mise en onde. À lire La mort n'est pas une terre étrangère, donc édité chez Albin Michel. La phrase pour accompagner votre semaine est de Jacques Luzéran. Quand ma vie sera terminée, il me restera l'univers à apprendre. Au revoir, belle semaine à tous. Soyez heureux et faites-en profiter les autres. À bientôt.